Toujours le climat de violence en Nouvelle-Calédonie. Un Européen a été tué la nuit dernière, mais le broussard que l'on avait cru mort hier a seulement été blessé. Du serpent de mer au tunnel, l'Angleterre peut être bientôt reliée au continent puisque le tunnel sous la Manche vient de refaire surface au sommet franco-britannique. Apaisement à la CETA où tous les syndicats, sauf la CGT, ont cessé leur mouvement de grève. Sale temps pour les trafiquants de drogue. De nombreuses prises ont été réalisées cette semaine par les polices du monde entier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La confusion et la violence en Nouvelle-Calédonie. La confusion avec la réapparition de l'agriculteur européen qui avait été donné pour mort pendant toute la journée d'hier, avec les réactions que vous savez sur place et dans le monde politique. En fait, M. Guérin est bien vivant, choqué, mais vivant. Il a été roué de coups par un groupe de Mélanésiens avant d'être laissé pour mort, ce qui explique la méprise d'hier. Mais la violence quand même dans cette région, au nord du territoire, est la mort confirmée d'un autre Européen qui a été tué au cours d'un affrontement entre communautés. 6 personnes ont été blessées au cours de l'accrochage et les Mélanésiens affirment qu'un des leurs a également été tué, mais il n'y a là aucune confirmation. Un climat extrêmement tendu, comme le montre le reportage de nos envoyés spéciaux Jean-Michel Mercurol et Henri Gallet. Tout ce que je sais, que c'est mon père qui est mort, c'est tout. Père de 5 enfants, M. Mézières, 56 ans, est le premier mort de cette guérilla commencée entre Blancs de Nouvelle-Calédonie et Mélanésiens. C'est aujourd'hui dans le nord de l'île, à 400 km de Nouméa, que la fusillade a éclaté. La famille et des amis de M. Guérin, attaqués hier dans sa ferme par des Kanaks, ramenaient le vieil homme blessé pour le faire soigner. Devant le refus des indépendantistes de laisser passer la voiture à un barrage, les premiers tirs ont été échangés. Personne ne sait encore qui a ouvert le feu en premier. Il y a eu entre 400 et 500 coups de fusil à la suite de la fusillade, quoi, hein. Il y avait le barrage lui-même et puis des guetteurs partout qui étaient postés. Et puis on s'est tiré dans tous les sens, quoi. La vraie guérilla, quoi, hein, pas de problème. Première intervention sérieuse de la gendarmerie avec l'envoi de commandos héliportés sur les lieux. Première arrestation de 4 Kanaks impliqués dans la fusillade. L'échange de coups de feu, outre la mort de M. Mézières tué d'une balle dans le ventre, a fait aussi plusieurs victimes parmi les Mélanésiens. Sur son lit d'hôpital, M. Guérin se remet lentement de l'attaque d'hier. Sa femme, blessée par balle à l'épaule lors de sa fuite en voiture, est toujours hospitalisée. Ils m'ont dit bonjour. Et après il dit, viens avec nous, on va aller voir ta femme, les gosses, pour partir. Une fois que j'avais fait 5 mètres dans la cour, l'autre il a pris mes 2 bras, là, il a mis derrière et puis il a commencé à attaquer. Les menaces qui pèsent sur tous les fermiers isolés dans la brousse ou sur les métropolitains habitants des villages du nord de l'île ont conduit les responsables à accélérer les évacuations des familles. Personnes âgées, femmes, enfants sont transportés par voie aérienne vers Nouméa. Les dernières 24 heures ont été difficiles pour vous? Pas spécialement à Gomel, mais enfin c'est partout pareil. Moi j'ai pas envie de parler. Maisons brûlées, bétail abattu, la situation s'aggrave en Nouvelle-Calédonie et la communauté blanche surtout s'organise. On signale la présence dans l'île d'une 50aine de mercenaires français et allemands recrutés pour défendre les fermiers. Nous avons rencontré l'un d'eux. C'est pour les Caldoches, pour qu'il y ait la paix dans ce pays et que le Parti communiste ni le marxisme aient le pouvoir sur ce territoire. Dans le nord de l'île, la peur a fait place à la haine. Ce n'est pas encore l'embrasement général. Mais les indépendantistes du FLNK ont, semble-t-il, beaucoup de mal à contrôler leurs troupes, surtout les jeunes. Oui, 3 compagnies de CRS viennent tout juste d'arriver en Nouvelle-Calédonie pour renforcer les gendarmes qui sont déjà là-bas. Alors l'émissaire du gouvernement, M. Charles Barbeau, a quitté aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie pour rendre compte à Paris de sa mission. Et de son côté, le ministre de l'Intérieur a rendu hommage à tous ceux qui, en Nouvelle-Calédonie, ont contribué à éviter que la violence ne prenne le pas sur la raison et le dialogue. M. Jox qui indique que le gouvernement prendra de nouvelles décisions au vu de la mission de M. Barbeau. Et puis à signaler 2 prises de position, d'abord celle de l'Église protestante, ou plus précisément de l'Église évangélique de Nouvelle-Calédonie, qui se prononce pour l'indépendance. Quant à Claude Labbé, le président du groupe RPR à l'Assemblée nationale, il estime, et je le cite textuellement, que le gouvernement a pris la voie du racisme et de l'apartheid tels qu'ils existent en Afrique du Sud.
Alors, au-delà des événements qui se produisent aujourd'hui sur le terrain et des réactions politiques les plus diverses, vous venez de l'entendre, on a beaucoup évoqué l'importance pour la France d'être présente en Nouvelle-Calédonie. Une importance qui est d'abord stratégique, l'histoire l'a prouvé, mais aussi un rôle politique et peut-être un enjeu décisif pour l'avenir. Écoutez les explications d'un spécialiste des problèmes internationaux. Si vous voulez prendre une image, c'est comme un immense porte-avions émergé qui contrôle l'ensemble du Pacifique Sud. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour donner un exemple de l'importance de cette île, c'est à partir de cette île que les Américains ont lancé leur contre-offensive vers le Japon. Et que donc, elle contrôle, si vous voulez, toutes les approches vers les grandes routes maritimes du Japon, de la Chine, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est à la fois stratégique et politique, c'est qu'évidemment, la perte de cette île pourrait entraîner un mouvement de domino, si vous voulez, sur l'ensemble des autres possessions françaises dans le Pacifique, qui sont plus vers le nord, et en particulier les îles de la société Tahiti, qui font de la France, et ça on l'oublie trop souvent, la troisième puissance maritime du monde, avec plus de 2 millions de kilomètres carrés de mer, donc de zones économiques exclusives. Et le troisième point, c'est que cette zone du Pacifique, c'est aussi la zone du développement de l'avenir pour l'ensemble de l'économie mondiale. Jusqu'à présent, la France a investi l'essentiel de son aide économique et militaire en Afrique, et surtout en Afrique de l'Ouest, et on peut réellement se poser la question, à l'aube du XXIe siècle, de savoir si un pays qui veut rester une puissance moyenne globale comme la France n'a pas intérêt à diversifier son aide militaire et politique et à s'orienter là aussi vers le Pacifique. Et donc, de ce point de vue, ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie et ce qui risque de se passer par la suite à Tahiti peut avoir des conséquences globales et très importantes pour la politique de la France. En Éthiopie, les vivres continuent d'arriver pour venir en aide aux victimes de la famine. À ce jour, ce sont 7 millions de personnes qui sont ainsi menacées par la faim et la malnutrition. Un problème extrêmement douloureux dans un pays où l'on estime le nombre de victimes à 300 000 depuis 9 mois. Aujourd'hui, l'effort international est très important, mais toujours insuffisant. Et les responsables éthiopiens lancent un nouveau cri d'alarme devant la rupture des stocks. Nous avons un témoignage à vous présenter ce soir sur la situation dans ce pays du bout du monde. Ce témoignage, c'est celui d'un responsable des Nations Unies qui revient justement d'Éthiopie. Écoutez-le et ce pays vous paraîtra peut-être plus proche de nous. Dans quelques heures, ce bébé sera mort. C'est une certitude. Comme celui-là, ils sont plus de 500 000 entassés ici, dans ce camp, au nord d'Addis Abeba. La famine de cette année est l'une des plus grandes du siècle. Ils meurent en masse depuis 6 mois. Ici, c'est la solution de la dernière chance. Une sonde pour nourrir de force ce corps abandonné. L'image qui me reste encore à l'esprit, c'est celle de cette jeune mère qui se précipite vers nous à mon arrivée et qui me dit « Prends mon enfant avec toi, je n'ai plus de quoi lui donner à manger et je ne veux pas qu'il meure dans mes bras. » Elle me suivait, et soudain j'ai vu l'enfant s'évanouir. Pris de panique, je l'ai pris, j'ai commencé à courir vers la tente médicale. Trop tard, il est mort dans mes bras. L'histoire de cet enfant qui avait 3 ans et qui pesait 4 kilos. Alors que la plupart des bébés dans les pays occidentaux pèsent 3,5 kg et 4 kg à la naissance. Donc l'histoire de cet enfant est aussi l'histoire de 15 000 personnes qui meurent de faim chaque semaine en Éthiopie. Évidemment, il est très difficile d'établir les statistiques parce que la plupart des populations sont dans des régions inaccessibles, mais il est sûr que la sécheresse menace aujourd'hui plus de 7 millions de personnes. Et de fait, c'est tout le nord de ce pays, grand comme 2 fois la France, qui est sinistré. Ce qui complique l'acheminement de l'aide internationale, c'est que les zones les plus touchées sont celles où la guérilla érythréenne et tigréenne oppose une résistance farouche aux armées d'Addis Abeba. Pourtant, depuis quelques semaines, l'aide alimentaire commence à arriver dans ces provinces. Des centaines de milliers de tonnes de poudre de lait, de sucre et de céréales. Mais c'est loin d'être suffisant. Pour vous
donner une idée, depuis l'explosion des médias envers l'Éthiopie en octobre dernier, la communauté internationale a promis 190 000 tonnes de céréales, alors que selon le gouvernement éthiopien, rien que pour couvrir les besoins de 50% de la population, il faut 563 000 tonnes de céréales. Quelle que soit l'aide internationale, on sait déjà que 900 000 hommes, femmes et enfants mourront d'ici Noël. Des images auxquelles on ne parvient décidément pas à s'habituer. Un bon sommet franco-britannique avec des discussions très positives. La rencontre Thatcher-Mitterrand s'est donc bien passée, comme d'ailleurs à chaque fois semble-t-il. Margaret Thatcher, qui a d'ailleurs mis à profit sa présence en France pour participer au Conseil franco-britannique qui se tenait cet après-midi en Avignon. Il s'agit d'un rendez-vous formel entre les deux premiers ministres, français et britanniques, pour discuter des problèmes bilatéraux. Avec aujourd'hui en toile de fond la situation de l'Europe et l'éventualité de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal. Les viticulteurs français qui ne sont pas d'accord avaient décidé de le faire savoir. Maryse Mano. Canalisés, coincés entre le Rhône d'un côté et les remparts de la cité d'Avignon de l'autre, 3000 agriculteurs du Midi ont défilé cet après-midi à l'appel de la FNSEA et des SUNGA. Il y avait presque un gendarme par agriculteur, ce qui n'a pas empêché quelques incidents juste avant l'arrivée de Mme Thatcher et de M. Fabius, venus clôturer le Conseil franco-britannique à Avignon. Pour les producteurs de moutons, de fruits et légumes et de vin, c'était l'occasion de rappeler à 2 jours du sommet européen de Dublin que ce sont eux, les producteurs méditerranéens, qui sont les plus menacés par l'entrée de l'Espagne dans le marché commun. Car c'est encore le vin qui sera au centre des débats à Dublin. À lui seul, ce dossier peut compromettre le succès du sommet des chefs d'État. Revenons un instant sur le sommet d'hier, un sommet qui a permis non seulement de préparer la réunion des chefs d'État et de gouvernement européens à Dublin, mais aussi de faire le point des relations entre Paris et Londres, des relations qui s'affirment de plus en plus étroites. Georges Bortoli. Les ministres et les conseillers qui arrivaient ce matin à l'Élysée en croyaient à peine leurs yeux. Pour la première fois depuis longtemps, l'entente cordiale était vraiment cordiale. Les mesures étudiées ou décidées en commun ce matin sont nombreuses et souvent concrètes. Tunnel sous la Manche, rapport des experts dans 3 mois. Armement, surgénérateurs, satellites, ordinateurs, coopération franco-britannique renforcée. Ajoutez-y la promesse d'une solidarité franco-britannique correcte au prochain sommet européen de Dublin. En juin dernier, à Fontainebleau, François Mitterrand avait rendu un grand service à Mme Thatcher en réglant le problème de la contribution britannique aux finances européennes. Belle joueuse, Mme Thatcher a su se montrer reconnaissante. Le revoilà donc, ce tunnel sous la Manche. Georges Bortoli, vous le disiez il y a un instant, un groupe de travail doit remettre un rapport dans les 3 mois qui viennent sur ce projet. Un projet qui n'est plus de toute jeunesse et qui verra peut-être le jour, sait-on jamais. En tout cas, les délais donnés aux experts laissent penser que c'est du sérieux cette fois, mais rien n'est impossible, puisque le premier coup de pioche du serpent de mer sous la Manche a été donné en 1880, il y a 104 ans. Pierre Ly. Voilà plus de 2 siècles que le premier projet de tunnel sous la Manche a été conçu par un Français, l'ingénieur Desmarais. Mais les guerres franco-anglaises, la Révolution et les aventures napoléoniennes ont retardé les premiers coups de pioche jusqu'en 1880, à l'époque de la reine Victoria et de l'entente cordiale. À chaque guerre mondiale, le Royaume-Uni a rangé le projet dans les cartons. Il n'a ressurgi que lorsque la Grande-Bretagne est entrée dans le marché commun. Là, c'est devenu plus sérieux. Près d'1 kilomètre de galeries ont été creusées de part et d'autre du Channel. Mais l'Angleterre, toujours réticente, décidait seule d'abandonner les travaux en 1975. Le climat revient-il à l'entente cordiale avec Margaret Thatcher et François Mitterrand? Toujours est-il qu'un accord vient d'être à nouveau signé entre Paris et Londres. Pour l'instant, il ne s'agit que de constituer un groupe de travail chargé d'examiner le cahier des charges et de prévoir les modalités de participation de groupes privés à la construction du tunnel. Madame Thatcher est restée opposée au projet tant qu'il était à l'initiative de sociétés nationalisées. Avec la privatisation, la dame de fer s'affirme prudemment optimiste. Si tout va bien, une décision définitive pourrait intervenir dès l'an prochain. D'ailleurs, les promoteurs privés ont déjà 5 projets différents. 2 tunnels, 2 ponts et même un pont-tunnel qui ne s'enfoncerait sous la mer qu'au milieu du Pas-de-Calais. On verra bien. Les fumeurs français vont peut-être bientôt retrouver leur petit nuage avec la détente du côté de la CETA, car tous les syndicats, sauf la CGT, ont décidé de cesser leur mouvement de grève. Avec un point noir, la capitale où les rayons des buralistes risquent fort de rester vides quelques jours ou quelques semaines encore. Jean-Marc Dubois.
Les Parisiens risquent de trouver ces rouleaux encore pour quelques jours à la place de leurs cigarettes favorites, notamment les fumeurs de Brune. En effet, depuis mercredi, le magasin de la CEITA en pleine Saint-Denis, qui approvisionne Paris et sa banlieue, est bloqué et le restera ce week-end. Ce soir, la France des fumeurs est donc coupée en deux. D'un côté, les Parisiens qui connaîtront encore quelques restrictions, et de l'autre, le reste de la France où la situation s'améliore nettement. La majorité des usines de la CEITA fonctionnent normalement et l'approvisionnement sera bientôt rétabli. C'est le résultat d'une semaine de négociations entre syndicats et gouvernement pour trouver une solution au conflit qui dure depuis plus d'un mois et qui porte sur le nouveau statut des employés. Le secrétariat d'État au budget va étudier les propositions et donnera une réponse dans les prochains jours. En attendant, ce soir, seule la CGT continue à appeler ses adhérents à la poursuite de la grève, mais en des termes mesurés. Conséquence, les bureaux de tabac recevront peut-être à nouveau leurs cigarettes. Et puisque nous parlons bureau de tabac, je vous rappelle qu'il ne vous reste qu'une journée pour acheter votre vignette. À partir de dimanche, cet autocollant qui répond au doux nom de taxe additionnelle sur les véhicules automobiles vous coûtera 3% de plus le premier mois et 1% supplémentaire les mois suivants. Enfin, vous devez aussi savoir, toujours en social, que les mineurs de fer de Lorraine ont décidé cet après-midi de suspendre la grève générale illimitée qu'ils observaient depuis le 19 novembre. À l'étranger, les alentours de l'ambassade d'Afrique du Sud à Washington sont envahis depuis plusieurs jours par des militants anti-apartheid. Ils protestent contre la discrimination raciale en Afrique du Sud et l'arrestation de 13 leaders syndicaux de la communauté noire dans ce pays. Hier, les manifestants se sont un peu frottés à la police, tandis que l'ambassadeur d'Afrique du Sud comparait la situation de son ambassade à la prise d'otage des Américains à Téhéran, une petite phrase que ne digère pas le département d'État américain. 100 000 Polonais se seraient réfugiés en Allemagne fédérale depuis le coup d'État du général Jaruzelski. Des chiffres que viennent encore gonfler de nouvelles défections particulièrement nombreuses depuis 15 jours. Avec une filière maintenant classique, les ferries qui font les liaisons sur la Baltique. 427 Polonais avaient profité d'une croisière la semaine dernière pour demander l'asile politique en Allemagne de l'Ouest. 15 nouveaux passagers ont fait de même cette semaine en profitant d'une escale mercredi soir. Michel Une ombre Meyer. dans le brouillard de la mer du Nord. Le Rogaline amorce un accostage délicat, moins sur le plan maritime qu'en termes politiques. Sur les 1000 touristes entre guillemets, qu'il répandra sur Hambourg, il est déjà certain qu'une bonne poignée de passagers ne retournera plus à bord. Ce petit jeu, plein de drames humains, dure depuis des années, mais il s'accélère de façon spectaculaire depuis quelques semaines. Ce voyageur est par exemple très évasif quant à son intention de retourner sur le Rogaline. Et cette dame qui dit vouloir visiter des amis à Hanovre éclate d'un rire entendu lorsqu'on l'interroge sur la date de son retour en Pologne. Fasciné par les vitrines, surtout celles des magasins d'alimentation de la Société de consommation occidentale, nous retrouvons 4 réfugiés parmi les 430 qui sont arrivés et restés à Hambourg, Bremen et Travemünde. Peur du passé et crainte face à l'avenir. Ils ne nous ont confié que leur prénom, refusé de nous dire leur ville d'origine, une poignée de dollars péniblement économisés en poche. Ils partent à l'assaut de l'Ouest, de l'Europe, mais aussi du Canada et des États-Unis. Pour l'instant donc, l'Allemagne fédérale traite à l'amiable toutes les demandes polonaises de droit d'asile. Le poids de la dette historique allemande explique largement cette générosité, mais durera-t-elle ? Reste que l'on assiste depuis un mois à une accélération du flux des Polonais qui choisissent l'exode via les paquebots de la Baltique. À cela, 2 raisons. L'aggravation de la crise en Pologne, mais aussi la crainte qu'en début d'année 85, les frontières ne se ferment en Pologne, ou surtout que l'Allemagne et le monde occidental en crise refusent d'accueillir de nouveaux réfugiés. Un quart d'heure d'interview avec nos 4 fugitifs de Hambourg permet de dresser un tableau à la fois précis et sombre de la situation en Pologne. La blonde Alicia et les copies de Walesa que sont André, Jan et Joseph se veulent avant tout des réfugiés économiques. Ils n'ont pas eu d'ennui politique, disent-ils, avec le régime, et ils ont surtout fui une misère qui leur fait percevoir la vie dans un camp de réfugiés comme une sorte de luxe, malgré incertitude. 3 à 4 mois de salaire.
Cette somme leur a permis, disent-ils, de payer une croisière après une attente de 6 mois auprès d'une agence de voyage d'État. En clair, c'est avec la bénédiction des autorités polonaises qu'ils ont quitté leur pays, bénéficiant d'une filière quasi gouvernementale, d'une soupape qui permet de diminuer les tensions, surtout économiques et sociales, en Pologne. Une bonne semaine pour les policiers français de la lutte antidrogue, avec une jolie prise à Toulon où ils ont arraisonné un voilier qui transportait 2,5 tonnes de hashish. Une prise importante qui se produit au moment où les polices du monde entier viennent de réussir des coups fumants dans leur combat contre les stupéfiants. La preuve apparemment que la collaboration commence à porter ses fruits. L'enquête de Patrice Pellet et Alain Cancès. Samedi dernier, dans l'après-midi, la police intercepte ce bateau, le Snakti. À son bord, 2 tonnes 650 de marijuana. Le bateau était sous surveillance depuis son passage aux Antilles, une filature qui a payé. L'année 84 marque un tournant dans l'histoire des grosses prises de drogue à travers le monde. En pleine jungle, à 1000 km de Bogota, après une résistance armée, 12 tonnes de cocaïne sont saisies sur un petit aéroport. Le record mondial. Octobre à Marseille, la police fait main basse sur 10 tonnes de cannabis, la plus grosse prise française. Et puis ce mois-ci, une suite d'opérations déclenchées par la police américaine va encore alourdir les pertes des trafiquants. Au Mexique, 12 000 tonnes de marijuana s'envolent en fumée. 300 arrestations suivront et 3 000 paysans encadrés par les trafiquants seront libérés. Dans la mer des Caraïbes, 20 gardes-côtes américains aidés par la marine des États-Unis participent à une gigantesque opération qui permettra de saisir 250 tonnes de drogues diverses. Cette manœuvre permettra de couper en partie la route de la drogue en provenance de Colombie. Novembre toujours, 4 hommes sont arrêtés en Arizona. Ils s'apprêtaient à transporter près de 700 kilos de cocaïne par avion. Valeur de la prise, $1 milliard. Et de l'autre côté du globe, à Hong Kong, 1 tonne d'héroïne est trouvée sur des bateaux. Les trafiquants ont la vie dure. S'il a fallu attendre 84 pour voir la lutte contre le trafic de drogue progresser d'un bond gigantesque, c'est qu'il semble que la collaboration tant souhaitée par certaines polices soit enfin une réalité. Je crois que d'abord, c'est qu'il y a beaucoup de drogue dans le monde. Ça, c'est un premier point, mais je crois surtout qu'il y a une prise de conscience absolument mondiale de la nécessité de lutter contre le trafic des drogues. Je reviens de 2 réunions, une au Brésil pour les pays d'Amérique du Sud, une autre à El Paso avec les pays d'Amérique du Nord, et c'est manifeste à tous les niveaux et tous les pays. J'ai rencontré ce même désir profond de lutter contre la drogue par tous les moyens. Troisièmement, je pense aussi qu'il y a un très sérieux effort qui est fait par les pays qui en consomment le plus. Je veux parler notamment des pays d'Europe et des pays des États-Unis, ainsi qu'une collaboration accrue de tous ces pays attelés au même problème. De la drogue, on en produit de plus en plus à travers le monde. Pour la production de cannabis, c'est presque le globe entier qu'il faut recouvrir maintenant de marques rouges. Les États-Unis, qui à l'origine ne produisaient pas de cannabis, se retrouvent aujourd'hui parmi les fournisseurs les plus importants de cette drogue. Quant à l'héroïne et la cocaïne, leur production est de plusieurs centaines de tonnes par an. C'est aux États-Unis qu'en grande partie la drogue termine son voyage. Près de 22 millions d'Américains ont essayé la cocaïne l'année dernière. La cocaïne coûte de plus en plus cher à des millions et des millions d'Américains et détruit parfois leur vie tant professionnelle que familiale. Pourtant, étrangement, ici, cette drogue bénéficie d'une relative tolérance et même d'une certaine bienveillance. C'est la drogue chic, la drogue à la mode. Son usage se répand de plus en plus parmi les membres des professions libérales, les cadres, tous ceux qui travaillent dans ces buildings. D'ores et déjà, la cocaïne est la drogue d'une partie de la bourgeoisie américaine. Et le gouvernement américain a voulu frapper très fort avant que cette drogue devienne la drogue de Monsieur Tout-le-Monde. Nous vous avons beaucoup parlé de ce que l'on appelle les nouveaux pauvres, des gens que souvent nous rencontrons, nous croisons et que le plus souvent nous ignorons. Leur situation devient plus cruelle encore alors qu'approchent les fêtes de Noël. Mais Noël, c'est aussi un état d'esprit et peut-être un peu de bonne volonté. Alors bien sûr, ça ne change pas fondamentalement les choses, mais il y a au moins un peu d'espoir et même de solidarité. C'est en tout cas le thème d'une opération menée par l'Armée du Salut, toujours très présente en cette période de l'année. L'Armée du Salut qui organise une opération intitulée « Le pain de ton voisin ». Emmanuel. 30 000 petits pains vendus ce soir, 70 000, du moins on l'espère, demain. Près de 400 bénévoles de l'Armée du Salut ont installé leur stand partout dans Paris pour cette opération « Le pain de ton voisin ». Bénéfice espéré, 1 million de francs. Une somme qui servira tout d'abord à éponger le déficit de l'opération « Soupe de nuit » de l'hiver dernier.
Avec le reste des sommes collectées, l'armée du salut poursuivra cet hiver son œuvre en faveur de ceux que l'on appelle les nouveaux pauvres. L'an dernier, l'organisation a servi près de 5000 soupes de nuit aux plus démunis. Cette année, on prévoit une très forte augmentation de la demande. 25 000 repas seront sans doute distribués à Paris par l'armée du salut. Cet argent va nous servir à continuer notre action des soupes de nuit que nous organisons maintenant depuis 1982. Ensuite, nous organiser afin d'aller un peu plus loin dans cette rencontre vers les gens. Essayer non seulement de leur apporter le repas chaud la nuit, là où ils se trouvent, mais essayer aussi de trouver avec eux une solution à leur handicap. On ne peut pas accepter que des gens vivent la nuit dehors, et surtout en hiver. Comme celle du Secours catholique et des autres œuvres de charité, cette initiative de l'armée du salut vient compléter les mesures gouvernementales annoncées à la mi-octobre. Des mesures techniques axées sur 3 points. La fourniture d'un hébergement d'urgence, la répartition des surplus alimentaires, pommes de terre, viande et le logement. Pour les financer, le gouvernement a d'ailleurs débloqué cette année 200 millions de francs. Une opération qui semble donc avoir été bien accueillie par les Parisiens. Nous passons au sport maintenant avec Lionel Chamoulot qui revient sur les internationaux de tennis d'Australie, sur la victoire de la petite Peugeot en Grande-Bretagne et sur le match de boxe de demain. Grimace choc de Navratilova. Pourtant à Melbourne, elle a remporté sa 72e victoire de suite, un record. Bien également pour les Françaises, Sophie Amiac et Pascal Paradis toujours en course. Au 3e tour, Paradis rencontre Chris Evert-Lloyd. Tenue chic pour le retour de McNamara, blessé en mars 83. Ce pantalon cache en fait une prothèse métallique qu'il porte au genou. Sur gazon, les serveurs comme Scanlon se régalent, les Français aussi. Forger et Benavides passent. Landel, le favori en l'absence de McEnroe, est le prochain adversaire de Benavides. Accueil et triomphe royal pour la 205 Turbo 16 au rallye de Grande-Bretagne. Fin de saison époustouflant pour le Finlandais Vatanen et sa Peugeot. En 5 sorties depuis le Tour de Corse, c'est la 3e victoire consécutive pour la 205. Peugeot devient le grand favori pour le titre mondial 85. 50 kg 800. C'est le poids du Français Antoine Montero. Son adversaire, le Mexicain Cano, accuse le même poids, 50 kg 800. Tous deux sont à 2 grammes du poids maximum de la catégorie des mouches. Ils se ressemblent, se serrent la main, mais à l'issue du combat de ce soir à Grenoble, un seul, le vainqueur, pourra tenter sa chance pour le titre mondial des poids mouches. Oui, cette rencontre Montero-Cano sera retransmise demain après-midi dans les Jeux du Stade. Les pronostics de Pierrette Bresse maintenant pour le tiercé qui se court demain à Saint-Cloud. Il y a 21 partants pour ce prix de Cluny et Pierrette vous suggère de jouer le 4, l'As, le 15, le 16, le 7, le 9, le 11 et le 20. La météo maintenant avec Brigitte Simonetta et un temps de coiffeur car il se dégrade. Oui, mais ce n'est tout de même pas sans nostalgie que nous quitterons le mois de novembre. Et en ce moment, les ingénieurs météo font les calculs, mais on sait d'ores et déjà que le mois de novembre 1984 est le plus chaud de tous les mois de novembre depuis 1890. Et la journée de demain n'y pourra rien changer, si ce n'est donc cette dégradation. Regardez la photo satellite. L'anticyclone, vous le savez, s'en va de plus en plus vers l'est. L'élément nouveau aujourd'hui, c'est l'arrivée d'une perturbation qui a touché surtout la Bretagne. Elle perdra son activité au fur et à mesure qu'elle progressera vers l'intérieur du pays sur le nord. En revanche, sur le sud-ouest, elle sera réalimentée par le mauvais temps qui va remonter d'Espagne. C'est pourquoi, sur la carte de demain, accompagnée de fortes rafales de vent, les nuages les plus noirs sont sur le sud-ouest. On peut s'attendre à des averses assez violentes. Sur le nord-ouest, le quart nord-ouest, il s'agira surtout de nuages. Enfin, persistance du beau temps sur tout le flanc est. Les températures, bien qu'en légère baisse, restent exceptionnelles pour la saison. De 9 à 13 degrés sur la moitié nord, de 13 à 18 degrés sur la moitié sud. C'est presque trop doux pour être vrai. Demain, samedi, premier jour du mois de décembre, le soleil s'élèvera à 8h22, se couchera à 16h56 et nous fêterons d'un cœur uni les Florences. C'est Hervé Claude qui vous présentera les dernières informations vers 22h50, juste après Apostrophe. Demain, nous reprenons le rythme du week-end avec toujours à 12h45 antenne de midi, mais aussi à 17h50 le magazine de la rédaction. Bonsoir, à demain 20h.